Et on dit que celui qui a la santé a de l'espoir et celui qui a de l'espoir a tout. En quelques semaines, il a tout perdu. Il avait une douleur au ventre et puis éventuellement, il y a eu du sang dans son urine et il a dû agir. Il avait très peu de soutien. Il a eu du mal à s'y retrouver, surtout à un âge où ce genre de choses ne doit pas se produire. Et dans une situation comme celle-là, le tissu social de la société devrait être suffisant pour donner le soutien à des personnes comme lui qui n'ont pas d'autre soutien pour toutes sortes de raisons. Ainsi, il s'est retrouvé dans le réseau, sans médecin de famille et sans explication des changements qu'il attendait. Entre les cours de collège et son travail le soir, il est allé dans une clinique sans rendez-vous où il a attendu seul pendant des heures pour que quelqu'un lui dise ce qui n'allait pas chez lui. On l'a vu pendant quelques minutes, assez pour commander quelques tests et les résultats n'étaient pas bons. C'était le cancer. Il s'est retrouvé dans des centres tertiaires très complexes, à voir des spécialistes et à passer des scans. Un oncologue qu'il connaissait à peine a préparé un plan de soins. Ce médecin n'avait aucune information sur Nathan, au-delà des résultats de ses tests et de son diagnostic. Sa situation économique, sa situation familiale, tous les éléments fondamentaux de sa vie qui font qu'il est, même pas un résumé de l'information. Le médecin a prescrit une ordonnance qui était trop chère pour Nathan et il n'a pas pensé à lui parler des soutiens disponibles en pareil cas parce que les données dont avait besoin le médecin n'étaient pas disponibles. Pas au moment où il en avait besoin. Que fait un homme de 21 ans dans une pareille situation quand on ne sait pas à quoi on peut avoir accès, quels sont les soutiens du système et les cliniciens à qui vous confiez votre santé n'ont pas les éléments nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Tout cela parce que le système de soins de santé est fragmenté, que les données ne sont pas facilement accessibles, pas seulement pour les cliniciens, mais aussi pour les patients et pour les responsables des politiques. Nous n'avons pas rendu les données élémentaires disponibles pour que les gens puissent faire leur travail convenablement. Cette histoire est fondée sur l'expérience d'un ami. Mais, vous savez, cela pourrait facilement être l'histoire de n'importe qui. Il est temps, grand temps, qu'on se réunisse en fonction d'objectifs visant à concevoir un meilleur système de soins de santé pour nous tous. Les données sauvent des vies. L'interopérabilité sauve des vies. Personne dans cette situation n'a envie d'occasionner un préjudice. Cela s'est produit parce que les bons renseignements n'étaient pas disponibles à la bonne personne au bon moment. Et cela peut être corrigé. Nous avons les outils, l'intellect et la volonté pour corriger le problème ici au Canada. Ce récit, il n'est pas que celui de Nathan. Cela se produit partout au Canada, où l'information n'est pas disponible ou alors n'est pas disponible en temps voulu. Les prestataires de soins et les patients n'ont pas accès aux données qui garantissent le meilleur traitement possible. C'est notre récit, celui du Canada. Comme pays, nous avons fait beaucoup de progrès. Dans la numérisation, cependant, l'information dans les systèmes électroniques se concentre surtout sur les besoins de numérisation, non pas de partage d'informations. Par ailleurs, nos cadres législatifs n'ont pas été conçus pour permettre aux patients de gérer leurs propres informations. Les systèmes d'informatique de la santé sont engorgés.
Cela signifie que nous avons de l'information fragmentée au sujet du cheminement des patients. L'information nécessaire sur les patients n'est pas disponible pour les cliniciens. Il faut commander des tests plus d'une fois. Cela impose une charge indue aux prestataires. Il faut constamment reprendre les mêmes informations, ce qui limite les interactions avec le patient. Il y a très peu de partage d'informations entre les divers secteurs de la santé. C'est un des plus grands risques de préjudice aux patients dans ce système. Examinons à présent ce que font d'autres secteurs pour permettre la transmission de données entre systèmes. Par exemple, le secteur bancaire. Rappelez-vous, bon, certains d'entre vous ne se rappellent pas, vous êtes trop jeunes, mais il fallait faire la queue à la banque pour déposer de l'argent ou un chèque dans son compte courant. Et on recevait un papier avec les transactions récentes et on mettait ça dans un carnet bancaire. Et au tout début des guichets automatiques, on se concentrait surtout sur la numérisation de processus physiques, c'est-à-dire d'éviter de visiter la banque. Si vous aviez l'habitude d'aller à cette banque, vous pouviez accéder à votre compte grâce à cette machine, mais vous n'y aviez qu'un accès limité, accès à de l'information limitée. Au fil du temps, les clients demandaient davantage d'accès à leur argent et de contrôle de leurs données. Certaines banques ont permis l'utilisation des guichets automatiques d'autres banques. Éventuellement, on a pu voyager partout dans le monde et avoir accès à ces comptes à partir de n'importe quel guichet automatique. Cela n'a pas été facile. Pensez au changement qu'il a fallu pour arriver à ce stade. Qui ici se rappelle les jours des chèques de voyage? En dépit de ces progrès, un grand nombre de processus bancaires sont toujours manuels. Bien que ce cheminement et le secteur bancaire soient inspirants pour nous, il faut garder à l'esprit que les soins de santé sont encore beaucoup plus complexes. Il s'agit de vies humaines et d'émotions. Et ces choses ne peuvent pas facilement être transposées en points de données. Cela ne signifie pas que la tâche est impossible. L'ICIS et InfoRoute Santé ont entamé une transformation similaire à celle des banques pour moderniser les transmissions de données de la santé en ayant des systèmes de santé plus interconnectés. Comment y parvenir? Alors, ce matin, Joe nous disait que le gouvernement fédéral travaille avec les instances provinciales, territoriales, mais aussi les organisations pan-canadiennes pour surmonter ces difficultés. En voulant créer une stratégie pan-canadienne de données de la santé, le plan d'action FPT sur les données, le Canada a endossé un itinéraire qui est centré sur la personne, qui est lié sur le plan numérique et qui est protégé sur le plan de la confidentialité. Cet itinéraire est le produit de consultations exhaustives partout au Canada, piloté par InfoRoute et appuyé par l'ICIS avec les provinces et territoires, afin de trouver les irritants et les domaines prioritaires pour les soins interconnectés. Tout le monde s'y attaque simultanément. Comme organisation pan-canadienne, nos deux organisations se spécialisent dans le raccordement de ces points pour qu'on puisse résoudre ces difficultés ensemble. Michael, ce matin, évoquait le fait que le système de soins de santé doit être interconnecté pour que le patient ait accès à ces données où qu'il se trouve et que les prestataires aient accès également à cette information pour améliorer la coordination des soins et améliorer les résultats pour le patient. Alors, la première étape prise par les banques lorsqu'elles ont décidé que ce serait important de partager de l'information entre organisations, c'était de s'entendre sur des points de données standardisés par rapport aux personnes et leur argent. C'est essentiellement le travail que nous faisons à l'ICIS. Nous établissons les bases de l'interopérabilité, à commencer par les soins primaires. C'est le premier jalon de notre itinéraire. Les services bancaires l'ont fait aussi. Ils ont décidé quel genre de transactions pourraient être faites, le type d'information nécessaire et comment l'information serait échangée. Mais ce que l'ICIS doit faire est encore beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas d'ensemble de données minimaux. Il s'agit
d'un contenu centré sur la personne de données où les cliniciens, les patients et leurs familles qui ont besoin de données pour la planification de leurs soins pour que les cliniques et les centres de traitement qui ont besoin de données pour l'amélioration de la qualité, la planification des programmes et l'affectation des ressources, pour les planificateurs et les responsables des politiques qui ont besoin de données pour l'utilisation du réseau, la gestion du réseau, pour faire des comparaisons avec d'autres instances, et pour les collectivités qui ont besoin de ces données pour la santé publique de leur région. Alors, c'est tout à fait nouveau pour le Canada, à commencer par les soins primaires, mais nous allons aussi définir les données qu'il nous faut pour l'ensemble des secteurs de la santé, comme les soins actifs, les soins de longue durée, et ainsi de suite. Cela signifie que l'information de votre séjour hospitalier sera rendue disponible à votre médecin de famille sans que vous deviez reprendre votre histoire à la sortie de l'hôpital. La structure de ces données fait partie de ce que Abby évoquait ce matin, c'est-à-dire le cadre pour le contenu des données. Et cela n'a aucune, n'a aucun impact sur la technologie utilisée. L'architecture de données est telle qu'on aura des outils centrés sur la personne et des bases de données qui permettront d'échanger des données de manière standardisée. Et cela est entrepris par Inforoute. C'est, si vous voulez, les moyens pour les instances et les fournisseurs de TI de se reporter à des normes lors de l'établissement de nouveaux outils ou de la mise à jour d'outils existants. En définissant le fondement de ces données, on ne commence pas en faisant une table rase. Il devait y avoir une diapo vierge ici, mais bon. On fait appel à ce qu'ont fait d'autres pays et leur définition des données élémentaires à la base de leur programme. Nous apprenons de leur part qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Les pays qu'on a examinés comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Australie. Notre approche tient compte Excusez-moi, je parle beaucoup. Alors, notre approche tient compte des écueils vécus par ces pays en essayant d'améliorer le soutien pour les prestataires de solutions numériques. Et nous avons un énorme avantage également au Canada. En tirant parti des efforts déjà en cours à l'échelle des provinces et territoires, nous pourrons définir les données de manière à ce qu'elles soient interopérables. Nous voulons nous servir des normes pan-canadiennes et ce jusqu'au niveau local. L'ICIS et Inforoute jettent les bases du système interconnecté, mais nous avons besoin de votre concours pour que ceci soit une réalité que l'on puisse appréhender et pérenniser. On travaille avec un vaste groupe de parties prenantes car chacune de ces parties prenantes apporte son regard sur les besoins en matière de données. La beauté des exposés en direct. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé il y a quelques semaines si j'avais envie de participer à ce panel, j'allais un peu parler du problème qu'on essaie de résoudre et des étapes du projet. Et donc, j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion, mais je dois dire qu'en réfléchissant à ce qui vient d'être dit par les deux conférenciers qui nous ont précédés, je me dis, ils ont déjà dit tout ce que j'avais envie de dire. Lorsque je reprendrai les problèmes qu'on essaie de résoudre grâce à ce qu'on appelait notre carte routière, j'espère que vous serez patient. On essaie de vous montrer ce qui est brisé pour qu'on puisse le réparer ensemble. Alors, comme Anne le disait, il y a des efforts importants en place visant à créer
des modèles de données centrés sur les patients qui soient convenablement organisés, qui puissent nous servir dans l'ensemble du continuum et que ce ne soit pas un système en courte pointe. Alors, nous avons décidé de poursuivre dans l'analogie de la banque parce que tout le monde comprend très bien ce qui s'est passé dans le secteur bancaire. C'était une des grandes critiques du système de soins de santé. Pourquoi le système de soins de santé ne peut-il pas faire comme le secteur bancaire? Alors, lorsqu'on a pensé aux banques, oui, vous avez peut-être plusieurs comptes, vous avez peut-être divers types de placements, vous avez peut-être aussi des comptes dans diverses institutions financières, mais lorsque vous parlez de votre portefeuille, généralement, vous avez une carte bancaire qui permet de vous identifier. Vous allez dans une banque, même si vous vous adressez à une autre succursale, vous pouvez avoir accès à votre information et gérer votre portefeuille comme vous l'entendez. Quand vous tâchez de faire une comparaison avec la santé, malheureusement, ça a été, illustré avec brio par, nos prédécesseurs. La situation est très différente. La majorité des patients dans la société d'aujourd'hui, qui voient des spécialistes, ont un prestataire de soins primaires s'ils ont de la chance. Ils voient aussi, des soins de courte durée lorsqu'ils ont un gros problème et ils ont des tests, de laboratoire, des pap tests dans toutes sortes, de cadres et ces cadres sont très particuliers sur le plan de leurs connaissances, sur le plan des données qu'ils renferment. Alors, les données cliniques ne peuvent pas être comparées aux données financières. Elles sont, considérablement plus complexes et en raison de la nature très distribuée de la donnée, des données de santé, vos données sont réparties dans l'ensemble du continuum. Alors, le système utilisé par le médecin de famille ou le spécialiste qui est à l'hôpital, et ces systèmes sont conçus par des fournisseurs différents, parfois même avec de la technologie différente et en fonction de normes différentes. Alors, on se retrouve avec le cauchemar qu'on a vu dans l'exposé précédent. Alors, que faut-il faire? Il faut absolument d'abord être capable de présenter les données, convertir les données pour qu'elles soient centrées sur le patient. C'est sans équivoque. Il faut que le dossier du patient le suive, qu'on puisse rattacher l'information au patient. On doit commencer à créer le concept de la carte numérique. Comme vous avez une carte bancaire, vous devez avoir une carte de santé, sachant que si vous avez ce compte, on trouvera vos données où que vous soyez. Deuxièmement, étant donné que les données sont réparties dans divers systèmes, et on a vu à quel point c'était ridicule, même les gens qui sont prêts à le faire ne sont pas vraiment sûrs de pouvoir partager l'information. Vous trouvez dans des situations où les systèmes doivent se parler, mais ils ne savent pas quels sont leurs droits et leurs responsabilités. Il y a une série de lois, il y a toutes sortes de politiques. Pensez par exemple aux enfants. La loi n'est pas la même dans une province par rapport à l'autre et cela peut très bien aller, mais il faut pouvoir savoir qui a le droit d'avoir accès à vos données et en quelle qualité. Comment le faire? Alors, i nous avons créé le cadre de la confiance. Ce sont les règles d'engagement. Il faut savoir comment va-t-on partager l'information entre nous et quelles sont les responsabilités, que cela signifie. Alors, les prestataires peuvent à présent partager un peu d'informations. Comment savoir à quelle information vous avez accès? Est-ce que il n'y a que vous, que vos prestataires de soins qui ont accès à vos données? On doit avoir une identité numérique. On ne peut pas progresser au jour d'aujourd'hui sans avoir la capacité d'avoir un identifiant avec une authentification qui vous permet de croire que, il n'y a que vous qui accédez à vos données ou alors que vous accédez aux données de vos enfants, par exemple. Ou alors si vous voulez partager cette information avec, vos prestataires de soins de santé, c'est votre responsabilité. Alors, si on élargit le cercle, on pense au réseau de soins. On commence, donc à avoir de plus en plus de prestataires qui doivent pouvoir avoir accès à votre information de manière fluide. Par exemple, si vous avez le consentement numérique, vous avez le concept d'une politique également qui sauvegarde vos données, vous devez aussi pouvoir
protéger l'information. Alors, vous avez la technologie, la standardisation et les rôles et les responsabilités pour que tout cela devienne opérable. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est très compliqué. Peut-être que vous avez déjà la nausée depuis que je vous parle des problèmes. Oui, il y a des problèmes, mais on peut les résoudre et on n'a pas besoin d'attendre que tout soit résolu. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà deux initiatives, et d'ailleurs, des conférenciers qui m'ont précédé, ils les ont effectuées, les résumés de patients ainsi que les formulaires de consultation électronique et d'aiguillage électronique. Et ce sont des projets mis en œuvre à l'heure où on se parle. Ce sont des éléments d'information qui seront partagés entre dépositaires et entre prestataires de soins de santé. Cela donnera la capacité de partager avec d'autres prestataires avant que tout le réseau ne soit en place. Et donc, on pourra se servir euh, de normes internationales pour passer au 21e siècle. Cela permettra, par exemple, aussi à des gens qui ont été traités à l'étranger de faire venir leurs données ici. Vous savez, tout se numérise, mais cela ne signifie pas que vous numérisez ce qu'on faisait sur papier. On peut maintenant créer de nouveaux parcours qui tirent parti du fait qu'on a des capacités de plus en plus poussées. Et dans un certain nombre d'instances, à l'heure actuelle, au Canada, on jette les bases de ces programmes de consultation électronique et d'aiguillage électronique. Alors, l'un dans l'autre, ces éléments peuvent avoir un effet cumulatif plus important. Maintenant, il faudra beaucoup de temps pour avoir un cahier de charges qui permette de créer le système que l'on souhaite, mais il y a des capacités qui sont déjà en place. On en décrit d'autres dans nos projets et on espère que si on encourage la collaboration, la communication et qu'on travaille ensemble avec les organismes de réglementation et les dirigeants des systèmes, qu'on pourra changer la situation et se rapprocher d'une solution. Alors j'espère que sur ce, je pourrai céder la parole avec Anne et vous verrez euh, quelle influence cela aurait sur le cas avec lequel on a ouvert la séance. Bon, alors il est temps d'imaginer et de construire un meilleur système de soins de santé soutenu par des données et des outils numériques qui permettront de prodiguer des soins connectés et compatissants. Il faut se réunir pour que personne ne soit laissé pour compte. Il faut chercher un monde où la transition de Nathan dans les divers milieux de soins de santé soit fluide, où les cliniciens avec lesquels il a interagi auraient accès aux données dont ils ont besoin pour lui offrir des soins personnalisés et où il aurait accès non seulement aux données, mais qu'il puisse aussi comprendre ces données et défendre ses intérêts. Ce qu'il aurait fait pour qu'il puisse terminer ses études et devenir un modèle pour ses frères et sœurs et pour qu'il puisse contribuer à notre pays. Il s'agit d'humaniser les soins de santé. Il faut éliminer les questions superflues dans la vie du clinicien pour que le clinicien s'attache à prodiguer des soins pour prolonger la vie des patients en santé. Ce n'est pas simple, mais si nous gardons tous l'objectif dans notre ligne de mire, nous y arriverons.